Bonjour à tous, chers collègues. Nous reprenons et nous démarrons nos auditions de cette semaine avec un programme dense, près de 9 auditions, en recevant cet après-midi les représentants de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales, à savoir Monsieur Philippe Vincent et Madame Véronique Guillermo. Permettez-moi de vous présenter en introduction. Monsieur Vincent et Madame Guillermo ont réalisé en 2021 une évaluation du crédit d'impôt famille dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises et la rapporteure pose régulièrement des questions à ce sujet. 3 ans après la publication de cette étude en 2021, il sera intéressant d'échanger avec vous à son sujet, au regard notamment des réflexions qui sont poursuivies depuis lors. À cet égard, je précise à l'ensemble des collègues que nous devrions recevoir à nouveau des représentants de vos 2 inspections générales mardi prochain, plus ou moins à la même heure, pour avec eux le rapport sur les micro-crèches, qui vient d'être rendu public lundi de la semaine dernière. Donc on est en pleine actualité. Il y a 3 ans, votre mission considérait qu'une refondation ambitieuse de la politique d'accueil du jeune enfant devait être engagée. Je cite, pour augmenter l'offre de garde individuelle et collective, réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès aux modes de garde formels, simplifier les règles de financement pour réduire des coûts de gestion et mobiliser l'ensemble des acteurs assistants maternels et crèches, qu'ils soient publics, associatifs et privés. Et que dans ce contexte, le crédit impôt famille n'aurait plus lieu d'être car il serait remplacé par un dispositif plus efficace. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Je pense que vous allez nous donner votre lecture et je vous inviterai à faire un rapide propos liminaire. Cette audition, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. J'invite d'ores et déjà les collègues qui souhaiteront intervenir et poser des questions à la suite de la rapporteure à se manifester auprès de l'équipe d'administrateurs. Il me reste à vous rappeler, madame, monsieur, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prester le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous cède tout de suite la parole, madame, monsieur, pour votre propos liminaire. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y, monsieur Vincent. Alors, il faut appuyer sur le micro. Merci et beaucoup. quand vous avez fini, vous réappuyez, sinon Mme Guillermo ne pourra pas s'exprimer. Allez-y. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, c'est un rapport, vous l'avez dit, qui date de 2021, donc qu'on avait fait à 3, donc Véronique Guillermo, Jonathan Braun et moi-même. Donc, c'était un plaisir de replonger dans nos travaux. Et je préciserai que, pour ma part, j'avais participé à la même époque à la revue de dépenses politique de la famille. Donc il y avait un champ un peu plus large, mais qui avait été pour moi et pour les missions intéressantes, parce qu'il y avait un focus très large, qui était le focus politique de la famille, donc qui embrasse des dépenses très importantes, et un focus beaucoup plus resserré sur le crédit impôt famille. Et puis il se trouve que j'ai été viseur sur le dernier rapport qui vient de sortir sur les micro-crèches, donc, pour lequel vous allez auditionner la mission la semaine prochaine. Donc c'est très bien. C'est ce que je le dis devant mes collègues qui nous ont rejoints. J'ai annoncé qu'on les auditionnerait la semaine prochaine. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une vision un peu large de ces sujets. Alors, pour ce qui concerne la réflexion que vous avez faite ou la citation que vous avez faite, c'est vrai que le système de l'accueil du jeune enfant est un système en France extrêmement complexe, avec de multiples acteurs, de multiples dispositifs. Que c'est un dispositif effectivement assez inégalitaire en termes sociologiques et en termes géographiques, c'est-à-dire que, notamment pour les places en crèche, on n'a que 20% des enfants qui peuvent être d'une classe d'âge qui peuvent être accueillis dans une crèche. Alors même si ce taux a beaucoup augmenté, il y a une très forte sélectivité et on constate que plus les enfants sont de milieux favorisés et de métropole, plus ils ont de chances d'être accueillis dans une crèche, ce qui fait des écarts relativement importants. Et en plus, c'est renforcé par le fait que les subventions publiques sont
très forte pour les crèches, moins forte pour les assistantes maternelles et encore plus faible pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants. Donc ça introduit quand même des différenciations sociales qui sont relativement importantes compte tenu de l'importance des 1000 premiers jours d'un enfant en termes d'acquisition de connaissances et de sociabilisation. Donc ça, je crois que c'est quand même un élément très, très important. Le deuxième point qu'on peut peut-être indiquer, c'est que dans ce contexte-là, même si le crédit impôt famille est relativement limité en montant financier, il rajoute un élément de distorsion, comme on le verra dans la suite et qu'il se conjugue aussi avec les dérogations pour les microcrèches. C'est-à-dire que les microcrèches ont des bénéfices de dérogation, notamment en termes d'encadrement, qui se conjuguent avec le crédit d'impôt famille. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux rapports ensemble, un qui est plutôt centré sur le crédit impôt famille, même s'il est plus ancien, et l'autre qui est plus centré sur les microcrèches, même s'il reprend, je trouve, très bien le travail qu'on avait fait sur le crédit impôt famille. Et puis peut-être le troisième point, et ça on l'avait bien vu, je trouve, dans la revue de dépenses, c'est que si on veut jouer sur les éléments de permettre aux familles qui veulent des enfants d'en avoir, parce que c'est comme ça, je pense qu'il faut présenter les choses, la levée des freins sur l'accueil du jeune enfant est particulièrement important. C'est quand même quelque chose qui peut être très difficile pour des jeunes parents pour faire le choix d'avoir un enfant de plus. C'est est-ce qu'ils auront une possibilité d'accueil du jeune enfant. Et de ce point de vue, il nous paraissait que certains pays dans lesquels il y avait des services publics d'accueil du jeune enfant, au moins à partir d'1 an, et au moins pour une part du temps, étaient relativement efficaces de ce point de vue. Et ça, je pense que c'est des éléments qui ont cheminé dans les propositions du gouvernement au cours des dernières années, avec en particulier la volonté de renforcer les pouvoirs des communes en la matière. Donc, peut-être en termes liminaires, pour reprendre un peu de manière globale, voilà les quelques points que je voulais dire sur ce sujet. Une très grande complexité, des éléments d'inégalité, et puis cette grande importance des politiques d'accueil du jeune enfant. Sinon, vous nous avez transmis des questions, donc si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail des choses, mais donc on s'est remis dans notre rapport, je pense que la rapporteure rebondira sur les réponses, mais peut-être que Mme Guillermo veut dire un mot introductif. Je pense que la présentation déjà... Il faut que vous appuyez sur le micro, sinon ça apparaît pas au compte-rendu. Et je me permets, parce que on m'a signalé qu'en réécoutant un certain nombre de nos auditions, notamment de la semaine dernière, certaines réponses, on les entend très mal quand on est éloigné du micro, donc je vous invite vraiment à vous rapprocher du micro. Bien sûr, j'imagine que s'ils sont là, c'est qu'ils servent à quelque chose. Oui, alors moi j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que depuis un certain nombre d'années maintenant, on cherche à développer les modes d'accueil pour les jeunes enfants, notamment donc de favoriser un peu plus d'accessibilité aux familles, un peu plus d'égalité aussi entre les familles et entre les territoires. Et nous verrons tout à l'heure, on y reviendra, ce qu'il en est donc au bout d'un certain nombre d'années, de ces années, pour voir si on a réussi ou pas à atteindre un ou plusieurs objectifs sur ce plan-là. Alors, avant de céder la parole à la rapporteure, qui reviendra notamment sur les questions territoriales, sur un certain nombre de vos réponses, moi j'ai 2 questions à titre personnel. La première, elle est sur les difficultés que vous mentionnez au niveau de l'absence de pilotage et difficultés sur le système d'information. Les échanges qu'on a pu avoir d'ailleurs avec la Cour étaient sur le même ordre. Quelle est la part qui est une extrapolation dans l'estimatif que vous faites? Et moi, ce qui m'a surpris, c'est l'augmentation de 110 à 130 millions d'euros, donc 20 millions de plus en une année, qui semble assez importante. Et le deuxième élément où je souhaite vous interroger, c'est vous évoquez beaucoup le développement du secteur des crèches, du secteur marchand, qui doit beaucoup au CIF. Mais moi, j'ai été assez surpris dans nos auditions d'apprendre que le secteur non marchand, qu'il soit associatif ou public, finalement recevait aussi des fonds liés aux réservations de places, et finalement le crédit impôt famille, d'une certaine manière, venait en soutien d'entreprises
qui est réservé auprès de collectivités ou d'associations, donc du secteur non marchand. Est-ce que vous avez estimé à l'intérieur du total de crédit d'impôt famille, très concrètement, par exemple sur les 131 millions d'euros, combien le sont pour des places qui sont ensuite gérées par une entreprise privée de crèche, combien le sont par une association et combien le sont par une collectivité. Alors on a encore d'autres types de crèches, hein. On a vu le groupe mutualiste, voilà. Est-ce que vous avez affiné aussi ce besoin et ce qui m'a surpris, et c'est mon dernier point, vous évoquez la création, donc en 2021, du bonus mixité et territoire, et c'est un peu l'alpha et l'oméga qu'on nous a annoncé, qu'on a auditionné la CNAF, en nous disant on va améliorer les dispositifs et on a prévu des bonus, notamment avec un angle territorial. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si c'était déjà opérant il y a 3 ans, ça ne l'était pas sur le crédit impôt aux familles, si je le comprends bien. Et donc, quelle est votre analyse sur ce point? Qui veut répondre? Madame Guillermo, vous avez déjà le micro allumé. Oui. Monsieur Vincent. Vous avez la parole. Juste sur le premier point, en ce qui concerne les volumes du crédit impôt famille, ça, on les connaît sans difficulté. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est d'avoir des données sur les entreprises bénéficiaires. Et donc là, il a fallu qu'on procède par des sondages, par des enquêtes et par des recoupements. Mais pour ce qui concerne la donnée pure, ça, il n'y a pas de difficulté. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et vous avez raison, et c'est une des raisons qui explique pourquoi le rapport a été demandé, c'était que le ministère des Finances considérait qu'il y avait une croissance très substantielle de ce crédit impôt famille. Et donc, il voulait voir à quoi c'était dû et à quoi ça bénéficiait. Ça, je pense que ça répond à votre première question. Le deuxième point, c'est la question des réservations. C'est vrai que dans le secteur des crèches, vous avez une très forte tension. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de places que d'enfants qui voudraient en bénéficier. En revanche, il peut y avoir des enfants qui sont malades. Il peut y avoir des enfants dont les grands-parents peuvent les prendre pour quelques jours pour des vacances. Il peut y avoir des configurations où des berceaux sont libres pour des périodes plus ou moins longues. Et là, c'est vrai que c'est créé un dispositif de réservation qui était encore relativement débutant quand on a fait notre rapport, parce que notre rapport, on l'a fait en 21, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de données qui remontent à 18, 19, 20. Donc c'est quelque chose qu'on avait signalé, parce que ça commençait à vraiment monter en puissance, mais j'ai lu dans le rapport sur les microcrèches que ça représentait maintenant quasiment le tiers du chiffre d'affaires. Alors, on fera le rapport la semaine prochaine. Je pense qu'il faut quand même qu'on se concentre sur le crédit impôt famille, parce que c'est l'objet de cette audition, même si c'est intéressant de faire... Mais je pense que c'est intéressant de regrouper les deux, parce que quand on voit les raisons du développement de ce secteur marchand, qui est quand même un développement rapide et qui est quand même en France et à l'étranger, je pense qu'il y a les deux éléments qui se conjuguent. Il y a à la fois le crédit impôt famille dont la dépense augmente, et puis il y a les dérogations qui ont été mises en place en 2010 qui font que pour les microcrèches, ils ont des normes qui sont plus souples que pour les crèches classiques. Donc, ce qui permet des coûts inférieurs. Donc, je pense qu'il faut quand même regarder les deux toujours en parallèle. Mais vous avez donc précisé, pour revenir à ma question très concrète, c'est derrière ce crédit impôt famille, je ne parle pas des entreprises qui en bénéficient, mais celles qui indirectement reçoivent et gèrent les berceaux. Est-ce que quelle est la part d'entreprises privées de crèches, pas de réservataires, quelle est la part gérée par des collectivités, puisque on a eu à votre place des associations qui nous ont dit je suis financé par des réservations de berceaux, et donc indirectement c'est aussi par le crédit impôt famille. Ça, je ne l'ai pas... Vous l'avez pas... Il faut qu'on regarde si on a ce chiffre dans le rapport. Je ne suis pas certain qu'on l'ait d'ailleurs. D'accord. Vous n'avez pas liaisonné en fait qui est gestionnaire derrière. Non, mais je pense quand même que la majorité
c'est quand même des entreprises privées. D'accord. Mais il faudrait qu'on revérifie si on peut préciser le point. Sur les bonus mixité territoire ? Alors, sur le bonus mixité territoire, ça, je pense que c'est un des problèmes typiques du dispositif français, c'est-à-dire que quand on a un problème, on essaie de le corriger. Et pour le corriger, on rajoute un dispositif. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance à avoir des crèches de plus en plus en métropole, de plus en plus en zone urbaine, de plus en plus au profit des gens les plus aisés. Et on a dit, on va faire un bonus pour corriger cette tendance. Voilà. Donc après, c'est des éléments de complexité, voire même d'antagonisme dans des autonomies. C'est pour ça que dans les propositions que l'on faisait, il y a bien évidemment une proposition de simplification, c'est-à-dire d'éliminer des outils de politique publique qui visent à corriger le défaut de l'autre, mais qui peuvent conduire aussi à avoir des effets importants sur la dépense. Merci, Monsieur Vincent. La parole est à Madame la rapporteure. Il faut couper votre micro. Allez-y, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame Guillermo, Monsieur Vincent, bonjour. Merci à vous pour vos propos liminaires. Nous vous auditionnons aujourd'hui au titre du rapport que vous avez publié donc en 2021 sur la question du crédit d'impôt famille, objet de beaucoup d'attention de l'administration. Je ne suis bien évidemment pas sans savoir que vos administrations respectives ont publié la semaine dernière un nouveau rapport, celui-ci relatif à la qualité d'accueil et au modèle de financement des microcrèches. Si vous n'êtes pas les auteurs de ce dernier rapport, j'ai pu constater que certaines de vos recommandations étaient communes, en particulier sur le sort que vous recommandez de réserver au crédit d'impôt famille. Cette question m'intéresse énormément dans la mesure où le crédit d'impôt famille est un outil fiscal particulièrement incitatif pour pousser les entreprises à se constituer tiers financeurs d'une place en crèche pour les enfants de leur personnel. C'est donc un élément majeur du modèle économique des crèches que nous examinons dans le cadre de cette commission d'enquête. En préambule de nos échanges sur le CIFAM, je souhaitais, comme l'a fait préalablement le Président, vous interroger sur un point que vous avez signalé dans votre rapport. Vous y indiquiez avoir rencontré des difficultés dans la collecte des chiffres consolidés et ventilés concernant le CIFAM, révélant de facto une carence qui affaiblit les capacités de pilotage de ce dispositif. De mon côté, je fais globalement le même constat, à savoir de réelles difficultés à disposer de données consolidées sur le plan national sur l'ensemble des dépenses publiques et privées liées à la politique d'accueil du jeune enfant. Donc, 2 ans et demi après ce rapport, faites-vous toujours ce même constat et êtes-vous en mesure de proposer des pistes d'évolution pour remédier à ces difficultés ? Et je vous proposerai qu'on passe ensuite à la question du CIFAM en tant que tel. Monsieur Vincent, Madame Guillermo, qui veut répondre ? Monsieur Vincent. Je vous dirais, oui, que quand on a fait notre rapport, après, on ne le suit plus, sauf quand on a la chance d'avoir une audition à l'Assemblée nationale qui permet de se replonger dans nos travaux. Donc, je ne suis pas certain que les choses aient Tout le monde ne le vit pas comme une chance, hein, mais c'est bien. C'est bien. Non, mais je pense que c'est effectivement intéressant parce que, en plus, j'ai suivi le rapport sur les microcrèches, donc je trouve que c'est vraiment un sujet absolument passionnant. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Donc moi, ce que je voulais signaler sur ce sujet, c'est que les choses n'ont pas vraiment évolué, et c'est un peu la difficulté d'un crédit d'impôt, c'est que c'est un outil qui est par construction très difficile à piloter, premièrement. Deuxièmement, là, il est entre 2 administrations, finances et affaires sociales, famille. Et puis troisièmement, quand on regarde l'ampleur des crédits de la politique de la famille et de l'accueil du jeune enfant, on doit être autour de 15 milliards d'après les chiffres, en 2018. Donc là, on est à en gros 1% des... Donc on peut comprendre qu'il n'y ait pas une attention extrêmement forte sur ce sujet. Et puis le dernier point, c'est que si on voulait avoir des informations, il faudrait demander aux entreprises bénéficiaires de renseigner tout un tas de documents et de le faire de manière digitale pour pouvoir de manière numérique, de façon à pouvoir l'exploiter plus facilement. Il faudrait des fonctionnaires publics pour exploiter ces chiffres, et qu'on ne fait, je crois, ni l'un ni l'autre. Madame Guillermo, vous voulez compléter ? Non ? Alors, je vous invite, Monsieur Vincent, à chaque fois... Merci. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Avant d'enchaîner sur
la suite des questions. Vous indiquez un chiffre de 15 milliards d'euros sur la politique du jeune enfant, juste pour qu'on soit OK sur le contour des missions correspondantes. Il s'agirait de l'accueil en crèche, mais également de l'accueil auprès des assistantes maternelles. Et est-ce que ça agglomère l'intégralité de la dépense publique, à savoir non seulement, bien évidemment, celle de la branche famille, celle de l'État, mais également celle des départements et celle des communes, ce chiffre de 15 milliards ? Monsieur Vincent. Alors j'ai retrouvé ce chiffre à l'annexe 8 de notre rapport, page 27, et vous avez effectivement le complément de garde qui fait à peu près 5 milliards en 2018. Donc ça, c'est des chiffres qui sont déjà un peu datés. Tout ce qui est des établissements d'accueil du jeune enfant, on est à peu près à 7 milliards. La préscolarisation, à peu près à 500 millions. Les mesures fiscales pour tout ce qui est les crédits d'impôt, frais de garde. Donc là, on est à 1,5 milliard. Et puis ensuite, on a tout ce qui relève du congé parental. Donc c'est vraiment un champ large. Et vous voyez que dans c'est le champ de l'État. Ça englobe pas absolument. Donc branche famille et dépenses fiscales. Vous avez également... Mais il n'y a pas le... Si, parce qu'il y a des éléments de... collectivité locale. Si, vous avez 3 milliards de collectivités locales dans le tableau que j'ai sous les yeux. Qui sont dans les 15 milliards. Qui sont dans les 15 milliards. Je pense que c'est au titre des investissements pour les EAGE. Mais il y a aussi le fonctionnement pour les EAGE. Et le fonctionnement. Donc vous avez ces éléments-là. Donc je pense que c'est des éléments qui ressortent de la Cour des comptes et de la CNAF. Donc c'est annexe 8, page 27. Merci, monsieur Vincent. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci. La CNAF nous indique que la participation des employeurs s'élevait à 295 millions d'euros en 2019, avoisine les 328 millions d'euros en 2022. Toutefois, il s'agit de données brutes des mécanismes de défiscalisation. Aussi, ma première question sera de nature chiffrée. Pour 1 euro de dépenses fiscales via le CIFAM, combien d'euros d'argent privé est récolté pour l'accueil du jeune enfant ? Est-ce que cela correspond au montant espéré lors de sa mise en place ? Qu'en est-il lorsque l'on inclut à l'analyse le mécanisme de déduction fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés ? Sur ce dernier point, avez-vous été en mesure d'évaluer le coût de cette dépense fiscale ? Pourriez-vous nous détailler la typologie d'entreprises qui bénéficient du CIFAM, mais également quelles entreprises et quels territoires ont pu bénéficier de la façon la plus prégnante de ce dispositif ? Le CIFAM a-t-il accru les inégalités d'accès aux crèches ou au contraire les a-t-il corrigées ? Et est-ce que le CIFAM a créé réellement des places en crèche ? Si oui, est-ce vérifiable ? Et je garde les questions suivantes pour la suite. Je vous remercie. Monsieur Vincent, vous avez la parole. D'abord, donc, l'objectif premier du crédit impôt famille, c'était que les entreprises s'impliquent davantage dans le mode de garde de leurs enfants. Premièrement. Et le deuxième, c'était de créer des places de crèches supplémentaires. Et le troisième, c'était de faire émerger un dispositif de crèches privées, alors que jusqu'à présent, il n'y avait que des crèches associatives et des crèches publiques. Et ça figure dans le programme de campagne du candidat Jacques Chirac pour les élections de 2002. Et donc, le crédit impôt famille se met en place après la conférence famille, à peu près en 2004. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Quand on regarde le résultat, aujourd'hui, la moitié des places en crèche qui sont créées en France sont le fait d'entreprises privées. Premier point. Deuxième point, on a un dispositif de crèche privée qui a émergé, qui faisait en 2018 un chiffre d'affaires entre 1,100 et 1,4 milliard d'euros, et qui employait entre 24 et 26 000 personnes. Donc on a un secteur privé qui a émergé. Donc et en plus qui s'est développé à l'international, notamment en Europe, mais aussi au Canada. Donc on a un secteur qui s'est vraiment créé. Et ça, je pense que c'est des éléments importants. En revanche, la question qui se pose, c'est est-ce que ça a vraiment permis
d'améliorer l'offre de garde. Alors, combien d'entreprises bénéficiaient de ce crédit impôt famille? C'est à peu près 1% des entreprises françaises. Donc, c'est pas beaucoup. En termes de type d'entreprise, c'est des entreprises qui sont globalement plus grandes, qui dégagent plus de valeur ajoutée et qui sont un peu plus profitables. Donc c'est quand même une typologie assez resserrée. Quand on regarde les secteurs, on a 68% des créances du crédit impôt famille qui relèvent de 5 secteurs et qui sont essentiellement le secteur des services à très haute valeur ajoutée. C'est donc tout ce qui est activité juridique, comptable et ingénierie, tout ce qui est commerce, finance et assurance, informatique et transport. Donc c'est quand même des secteurs particuliers. Je veux dire, c'est pas. Et quand on regarde la répartition régionale, on se rend compte que la créance est à 63% sur la région Île-de-France. Et la deuxième région, c'est la région Rhône-Alpes, où on doit être à 7%. Et après, c'est Pays de Loire qui doit être à 3%. Donc ce qui veut dire que, alors comme toujours, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air, parce que si vous avez une entreprise dont le siège est à Paris, on considère que les enfants sont à Paris. Alors en l'espèce, on calcule Île-de-France. Donc ça peut y avoir quelques effets. Mais quand même, il y a quand même une surreprésentation. Et si on fait le calcul entre les régions métropolitaines où il y a le plus de CIF, c'est-à-dire l'Île-de-France, on est à quasiment 70 € par enfant de moins de 3 ans. Et puis pour les régions qui sont en bas de classement, c'est Nouvelle-Aquitaine, Centre ou Bourgogne-Franche-Comté, on est autour de 5 € par enfant de moins de 3 ans, donc c'est un rapport de 1 à 13. Donc on a vraiment des disparités territoriales qui sont très fortes. Donc voilà un peu les éléments que l'on pouvait citer et qui montrent que, en fait, le crédit impôt famille est très important dans les entreprises pour lesquelles on a des jeunes salariés qui sont des jeunes parents et pour lesquels les entreprises se disputent parce qu'on a une ressource trop rare. Alors, l'exemple type, c'est les sociétés informatiques, c'est les sociétés de services bancaires ou autres, pour lesquels pour lesquels ça peut être très important pour les parents d'avoir une garde pour leurs enfants. Mais ce que permet le crédit impôt famille, c'est essentiellement de substituer pour ces familles-là une place en crèche, qui est leur premier choix, et non pas une garde à domicile. Donc globalement, dans les études qu'on a pu faire, et en essayant d'approcher cela, il nous paraît que ça ne permet pas vraiment d'améliorer le nombre de places dans un monde de garde formel, mais de passer d'accueil individuel à un accueil collectif, qui est en général le premier choix des familles. Madame la rapporteure. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Il y a un dernier point sur lequel je crois vous n'avez pas répondu, mais peut-être que c'est hors champ du rapport. C'était surtout le dispositif qui consiste à dire pour 1 € de dépenses fiscales via le CIFAM, combien il y a d'argent privé qui est affecté à cette politique publique, dans la mesure aussi où à côté du crédit d'impôt famille, on a également le dispositif de défiscalisation classique au titre de l'impôt sur les sociétés et comment les deux se conjuguent en fait. Monsieur Vincent. Oui, pardon, j'avais oublié de répondre à ce point. On a fait un calcul dans le rapport en 2018. En 2018, on avait un impôt sur les sociétés qui était à 33%. Donc, ce qui veut dire qu'une entreprise qui investit 100 € pour l'accueil du jeune enfant d'un de ses salariés a un crédit d'impôt famille à hauteur de 50%, donc il a 50 €. Et comme il dépense 100 € qui vont venir en déduction
de son profit, ça va lui faire une réduction de son impôt sur les sociétés qui était à l'époque de 33 €, donc 50 plus 33, 83%. Donc ça fait quand même 83% de réduction d'impôt sur une dépense de 100. Alors aujourd'hui, comme le taux marginal de l'impôt sur les sociétés a baissé à 28%, ça a réduit. Maintenant, on n'est plus à 83%, on est à 78%. Voilà. Donc ça ira à 60, quand ça réduira encore, ça réduira encore. Absolument. Et alors, on a calculé l'effet levier et on l'a évalué à 0,44. C'est-à-dire que, parce que, avec le calcul que l'on faisait, donc, quand l'État dépense 182 millions d'euros, les entreprises apportent 80 millions d'euros supplémentaires. Et c'est ce rapport 80 sur 182 qui fait l'effet de levier à 44%. Et tout ça est calculé, explicité dans le rapport. Madame la rapporteure. Je vous remercie pour cette réponse limpide. Ensuite, j'aurais une question sur les entreprises effectivement qui commercialisent des places en crèche auprès de tiers financeurs en les accueillant dans un réseau de crèches partenaires que ces entreprises gèrent d'ailleurs directement ou pas, des structures d'accueil, ce dont le président vous parlait en début d'audition. Naturellement, lorsque ces clients sont des entreprises, elles sont bénéficiaires du CIFAM qui finance donc indirectement l'activité de ces structures de commercialisation de places en crèche. Alors, avez-vous pu évaluer l'utilité de ces entreprises dans le cadre de votre rapport et leur niveau de rentabilité, leur marge par rapport au prix de revient du berceau? Le service apporté par ces entreprises vous paraît-il en adéquation avec les sommes d'argent public dépensées? Je vous remercie. Qui répond? Madame Guillermo, Monsieur Vincent? Monsieur Vincent, alors, vous avez la parole. Là-dessus, moi, ce qui me paraît important de signaler, c'est que à un moment où les places en crèche sont rares et ne permettent pas de répondre complètement aux besoins des familles, c'est vraiment intéressant d'avoir un dispositif d'optimisation pour qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait le moins de berceaux vides, alors que par construction, c'est un dispositif dans lequel ça peut être assez facile d'avoir des berceaux vides compte tenu des fluctuations de la présence de très jeunes enfants en crèche. C'est des problèmes de maladie, c'est des problèmes de maladie, et puis c'est éventuellement, pour certains jeunes enfants, la possibilité qu'ils puissent, à certains moments de l'année, être gardés par des parents ou d'autres, et donc qui leur permet de libérer un berceau pendant une période limitée. Madame la rapporteure, vous voulez une précision? Ce que nous avons pu constater au cours de nos différentes auditions, et en particulier aussi en échangeant avec des gestionnaires de crèches associatives qui bénéficient de ce dispositif-là, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en exergue. Ils indiquent qu'eux-mêmes n'ont pas la surface suffisante pour disposer de commerciaux qui leur permettent de remplir leur place. En revanche, d'après ce qu'on a cru comprendre, en tout cas dans la façon dont ces services ont évolué, c'est qu'ils ne concernent pas forcément ce qu'on a pu appeler l'accueil occasionnel, comme vous l'indiquez, en période d'absence plus ou moins longue d'un enfant qui est accueilli normalement au sein de la crèche, mais qui concernent en réalité des berceaux classiquement ouverts au sein d'un établissement, que ça a pu avoir pour effet on va dire de pousser vers la sortie un enfant moins rentable qu'un autre. Et surtout, ce qui nous interroge, c'est qu'il y a une certaine opacité quant à la nature de la transaction financière qui est opérée entre l'opérateur qui commercialise et la structure qui accueille l'enfant. Et que donc sur la part qui est payée par l'entreprise, on a peu de visibilité sur la partie qui reste à l'entreprise de commercialisation et la partie qui redescend à la structure gestionnaire, ce qui nous interroge d'autant plus
qu'on a un mécanisme de défiscalisation qui est particulièrement efficace et qui donc a pour effet qu'en réalité, la somme payée par l'entreprise, c'est en réalité une somme qui est payée par nos finances publiques et que donc le minimum serait qu'on ait une transparence sur la nature de la répartition qu'il peut y avoir de la somme payée par l'entreprise entre le gestionnaire et le commercialisateur. Et donc ma question, c'était de savoir si vous aviez pu, à un moment dans le cadre de vos travaux, examiner et étudier ces entreprises de commercialisation et voir quel est le niveau de rentabilité de cette activité pour également pouvoir, je dirais, suivre le parcours des deniers publics dans cette affaire. Monsieur Vincent, vous voulez réagir ? Oui, moi je dirais qu'on a eu effectivement les mêmes échos, je dirais, mais qu'on n'a pas réussi à complètement objectiver ce point. Mais je pense que, parce que c'était encore un début, mais c'est vrai que vous avez des groupes de crèches qui sont quand même très spécialisés dans le démarchage, parce que le crédit impôt famille est quand même une mesure très mal connue, donc ils font connaître le dispositif. Ensuite, ils proposent le service et ils proposent ces éléments que vous indiquiez pour dire vous pouvez contracter avec moi, mais si vous avez des salariés dans un autre lieu, moi je me fais fort de leur trouver des places. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui a pris de l'importance et qui peut représenter des parts de chiffre d'affaires relativement significatives. Donc moi je pense qu'on pourra, dans le rapport, on a quelques éléments, mais peut-être pas suffisamment. Je pense que le rapport plus récent sera plus précis sur ce sujet. On aura la réponse la semaine prochaine. Madame la rapporteure. Pour Les collègues. C'est bien noté, je vous remercie. Ma dernière série de questions portera sur la préconisation que vous aviez établie dans le cadre de votre rapport sur l'éventuelle suppression du CIFAM. Cette préconisation, je le rappelle, elle figure dans votre rapport, mais elle figure aussi dans le rapport qui a été rendu la semaine dernière. C'est donc d'autant plus intéressant de vous entendre, vous ainsi que vos collègues, sur ce sujet-là. Alors, mes questions sont assez simples. Pouvez-vous nous détailler les motifs de cette préconisation ? Nous avons reçu la semaine dernière les fondateurs de Babylou qui nous ont indiqué que la suppression du CIFAM entraînerait la suppression de près de 100 000 places en crèche. Cela vous paraît-il crédible ? En cas de suppression, quels effets de bord identifiez-vous ? Comment les éviter ? Et surtout, comment réallouer les ressources non dépensées ? Dans votre rapport de 2021, vous préconisez une refonte ambitieuse de la politique d'accueil du jeune enfant, ce qu'indiquait Monsieur le Président en préambule, et vous indiquez, donc, dans ce contexte, le CIF n'aura plus lieu d'être car il sera remplacé par un dispositif plus efficace. Pourriez-vous nous préciser cette proposition ? Et vous ajoutez, la mission considère que la complexité du système actuel de financement de l'accueil du jeune enfant et l'absence de chef de file au niveau local conduisent à des frais de gestion importants, supportés notamment par les établissements d'accueil des jeunes enfants du secteur marchand. La simplification des modalités de financement pourrait permettre la diminution de ces coûts et l'accroissement de l'offre pour un même montant de dépenses publiques. Pourriez-vous de même nous détailler cette affirmation et nous préciser vos propositions d'évolution ? Je vous remercie. Monsieur Vincent, Madame Guillermo. Monsieur Vincent, vous avez la parole. Alors, c'est vrai que le secteur des crèches privées est un secteur qui est très dynamique, qui se développe, qui fait un lobby quand même extrêmement puissant. Et ils avaient fait, avec l'appui du cabinet Ernst & Young au moment de notre rapport, publié un document qui montrait que c'était quand même extrêmement efficace et que c'était la meilleure utilisation possible de l'argent public, ce crédit d'impôt. Donc, qui était un premier point. Deuxième point, il y avait toute une volonté d'extension du dispositif aux indépendants, et notamment au secteur des avocats, des médecins, des notaires et autres, et professions libérales. Donc ça, c'était un sujet. Et nous, la proposition qu'on a faite, c'était de faire un statu quo pour justement ne pas
donné suite à cette demande dans un contexte d'emballement de la dépense publique et pas nécessairement au profit de ceux qui en avaient le plus besoin. Donc c'était quand même ça l'idée. Et là-dessus, on a été suivi par le gouvernement puisque ils ont fait effectivement le statu quo. Ensuite, l'idée qui était derrière la note qu'on avait en tête, c'était d'avoir un dispositif d'accueil du jeune enfant de façon collective ou de façon individuelle, parce que on n'est pas complètement persuadé que le système crèche soit éventuellement fondamentalement meilleur que le système assistante maternelle, ou assistant maternel. En tout cas, ça peut se discuter, ça répond à des configurations qui peuvent être différentes, même si, spontanément, les familles demandent plutôt des crèches. Donc il faut l'entendre et continuer à faire progresser ça. Et donc l'idée qu'on avait, c'était que les communes soient en charge de cet accueil du jeune enfant, alors peut-être à partir d'1 an ou à partir d'une durée minimale, et qu'il y ait un dispositif progressif pour mettre en extinction le crédit d'impôt famille pour ne pas déséquilibrer le modèle économique des entreprises de crèche. Ça, c'était un petit peu ça l'idée que l'on avait derrière la tête, mais qu'on retrouve aussi, je pense, de manière peut-être plus explicite dans la revue de dépenses politique de la famille, donc un rapport également de 2021, toujours IGF-IGAS. Donc voilà un peu l'idée que nous avions. Madame Guillermo, vous voulez compléter ? Il faut appuyer. Un petit détail, simplement, en ce qui concerne les assistantes maternelles. Bon, il faut savoir déjà que dans le domaine de la petite enfance, il y a une tension importante sur le marché du travail et qu'on a beaucoup de mal donc à recruter à la fois des effectifs, mais aussi des effectifs formés et compétents. Et en ce qui concerne les assistantes maternelles, malheureusement, il y a un phénomène dont vous avez dû entendre parler et qui est le départ en retraite massif, qui fait qu'on est devant une équation improbable et on ne sait pas trop. Voilà, ça rajoute encore à la difficulté du secteur. Merci. Madame la rapporteure, Monsieur Vincent. Ouais, je vais juste rajouter un point, c'est qu'on avait fait un petit benchmark international pour voir s'il y avait des mesures fiscales qui étaient usées par d'autres pays européens. Et on s'était rendu compte qu'il y avait eu des dispositifs analogues qui avaient été mis en place en Espagne et au Royaume-Uni et qui étaient beaucoup moins généreux que le système français et qui ont été supprimés en Espagne et au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, ce qui est intéressant, je trouve, c'est les raisons qui avaient conduit à supprimer le dispositif, et il avait été supprimé immédiatement, c'était que c'est un dispositif qui était relativement concentré et qui justement ne prenait pas en compte les enfants dont les parents étaient professions libérales, que c'était un dispositif relativement limité, puis au Royaume-Uni, il y avait 5% des entreprises qui bénéficiaient de ce crédit d'impôt, donc en France, on est à 1%, donc c'était quand même plutôt mieux. Et le dernier point avait été en ligne avec l'inflation. Et donc, ils ont remplacé ça par un dispositif qui s'appliquait à tous les enfants et qui était plus équitable. Donc je le signale parce que c'est quand même toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Vous pouvez préciser, Monsieur Vincent ? C'est dans le rapport et je trouve que ça précise que certains États membres ont mis en place des dispositifs analogues et qu'ils les ont tous supprimés. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de vous relancer sur la question des conséquences d'une éventuelle suppression du CIFAM. On nous a parlé la semaine dernière en audition de la suppression de 100 000 places en crèche. Que pensez-vous de cette affirmation ? Et vous indiquez que l'Espagne et le Royaume-Uni, qui disposaient d'un dispositif d'incitation fiscale équivalent, les ont supprimés. Est-ce que... et je crois que vous indiquiez que c'est le Royaume-Uni qui l'a remplacé par autre chose. Est-ce que vous pourriez détailler cette autre chose ? Et est-ce que, le cas échéant, vous pouvez nous indiquer si d'autres pays européens ont d'autres mécanismes
peut-être différent de celui du CIFAM, qui permettent d'engager les entreprises dans l'accueil des jeunes enfants de leur personnel. Je vous remercie. Monsieur Vincent, vous avez la parole. Je retrouve le point sur le Royaume-Uni. Donc, le gouvernement britannique a considéré que ce dispositif avait une couverture limitée, 5% des entreprises, qu'il n'était pas accessible aux parents ayant le statut de travailleurs indépendants, qu'il bénéficiait dans les faits peu aux salariés proches du salaire minimum et ne tenait pas compte du nombre d'enfants par famille. C'est pour ça qu'il a décidé de l'éteindre et il l'a remplacé par une contribution publique à hauteur de 20% des frais de garde d'enfants jusqu'à un minimum de 2000 livres par an et 4000 livres si l'enfant est handicapé. Et le programme est ouvert à tous les parents d'enfants de moins de 12 ans. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place dans ce pays. Moi, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est le dispositif qui est en place en Suède ou au Danemark, où vous avez les communes qui sont en charge de l'accueil du jeune enfant entre 1 et 3 ans. Et donc, elles doivent proposer obligatoirement un mode de garde pour une durée qui peut être plus faible, pas forcément l'intégralité du temps de travail, mais qui peut être, je crois, de 20 ou 30 heures par semaine, et qui est déjà relativement important. Et ce qui permet une meilleure égalité, parce qu'en fait, en France, enfin, je le redis, on constate que très souvent, les enfants de cadre bénéficient d'une crèche et que les enfants de familles modestes, les parents et dans les faits, les mères s'arrêtent de travailler pendant 1, 2, 3 ans et après ont du mal à reprendre. Et donc, ça crée vraiment des spirales ou des trajectoires très différentes pour les familles. Et puis, pour les enfants, ils sont socialisés à 3 ans quand ils rentrent en école maternelle et ils peuvent rentrer. Alors, c'est toujours pareil, il y a 1000 contre-exemples, mais d'une manière générale, ils peuvent rentrer en classe maternelle avec une moindre socialisation, une moindre connaissance de vocabulaire qui les place dans une position moins favorable. Donc ça, je pense que c'est quand même des éléments très, très, très importants et il faut regarder, je pense, comment on peut mettre plus d'équité dans ces éléments-là et notamment territorialement, parce que ça fait des gros écarts entre les métropoles, les zones rurales et les quartiers populaires, avec des fois une attention particulière pour justement bien intégrer les jeunes enfants en termes d'acquisition d'une langue qui n'est pas nécessairement parlée dans le foyer. Donc là aussi, je pense que c'est pour ça que c'est quand même des éléments qu'il faut bien regarder, dont il faut bien peser l'ensemble des sous-jacents, les coûts que ça peut représenter, mais qui, je pense, en termes de trajectoire pour l'unité du pays, peuvent être extrêmement puissants. La question de l'impact de la suppression potentielle du CIFAM avec la menace de 100 000 places disparues, parce que la rapporteure vous l'a demandé 2 fois. Vous ne voulez pas répondre. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le chiffre d'affaires, on a dit, c'est de l'ordre de 1,5 milliard pour les entreprises privées de crèches. Et on avait dit qu'ils avaient un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 5 à 6%. Donc on est dans des ordres de grandeur de 50 à 60 millions d'euros. Donc c'est sûr que le CIFAM à 110 millions d'euros, ça fait 2 fois l'excédent brut d'exploitation. Enfin, tout ça est Sauf que c'est pas le CIFAM bénéficie à un certain nombre d'entreprises, mais qui ne sont pas forcément les entreprises de crèche elles-mêmes. Non, je les mets en regard de manière un peu rustique, à dessein. Donc c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il fallait le regarder en perspective et pas le supprimer du jour au lendemain. En tout cas, il faut bien regarder ce sujet pour effectivement faire en sorte que les choses puissent se faire le mieux possible et qu'on puisse passer d'un système à un autre avec des entreprises privées.
Enfin, l'idée, c'est pas uniquement de revenir au système pré-CIFAM avec uniquement des crèches publiques. Est-ce que j'ai été plus clair, Monsieur le Président? Je vous vois. C'est le l'œil décodeur dubitatif. IGF, IGAS qu'il me faut. Non, de ce que je comprends, la question très claire, c'est si on supprime le CIFAM, est-ce qu'il y a une destruction de 100 000 places? Vous répondez, et la suppression du CIFAM doit se faire avec un mécanisme transitoire en maintenant l'offre de places. Oui, enfin, je pense que c'est ça, si j'ai bien compris. Tout à fait. Je crois que j'ai pas été clair, mais vous avez compris, donc vous êtes quand même très fort. Mais je pense que l'idée, c'est ça, c'est que l'État a investi pour créer un secteur de crèche privée. Je pense qu'il faut améliorer le système pour avoir un dispositif plus équitable, mais il faut préserver ce système de crèche privée, mais il faut le faire évoluer pour justement mieux répondre aux objectifs de la nation. Je me permets, Madame la rapporteure, ce que vous répondez là, vous le faites sur la base du rapport sur lequel on fait cette audition ou sur la somme des rapports sur lesquels vous avez été amené à être d'une certaine manière rédacteur ou relecteur? Un peu les deux, mais je pense que quand on a fait le rapport sur le CIFAM, on avait le rapport revue de dépenses en tête, et donc on a bien intégré cet élément-là. Merci, monsieur. Je vais passer la parole maintenant aux orateurs de... Ah, vous vouliez... Pardon, excusez-moi, Madame Guillermo, allez-y. Non, mais il faut appuyer sur le bouton. Allez-y. Tout de suite. Oui, moi je voulais juste rajouter une petite chose. Tout d'abord pour dire que sur les résultats en fait du CIFAM tel qu'on a pu les constater nous, c'est qu'il y avait donc un résultat qui était évidemment en contradiction avec l'objectif même de cette mesure en 2004, et qui était de compenser justement la difficulté que rencontrait le monde rural dans l'offre de mode d'accueil pour les jeunes enfants, et que nous sommes arrivés à un résultat qui n'était pas tout à fait satisfaisant sur ce plan-là. Ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, en tout cas, là encore, pourquoi est-ce que ce dispositif a été mis en place? Pourquoi on a cherché à réserver des berceaux dans des entreprises, etc. C'est aussi parce que dans cette phase de temps, on était très préoccupés par le problème de la qualité de vie au travail, par le problème de l'égalité homme-femme, voilà, principalement les deux choses, et les entreprises préoccupées par des problèmes de fidélisation aussi de leurs salariés, et que tout ça mis ensemble, le CIFAM semblait répondre et apporter en tout cas une réponse à ces problématiques. Voilà. Merci, Mme Guillermo. Monsieur Vincent, après, il faudra que je cède la parole aux orateurs des groupes pour qu'ils puissent intervenir et vous poser des questions. Allez-y, monsieur Vincent. Je vais simplement ajouter un point qui est que les entreprises de crèches privées qu'on avait rencontrées avaient beaucoup souligné la complexité du système français et le coût que ça générait pour elles. Donc ça, je pense que c'est quand même un point qu'il faut avoir en tête. Et deuxièmement, il nous avait dit que dans certains pays comme l'Allemagne, qui a un dispositif assez proche des pays scandinaves, c'était beaucoup plus simple et ça leur permettait une action plus efficace. Donc je le signale parce que si vous avez un dispositif comme celui que j'indiquais sur une responsabilité des communes sur les places d'accueil du jeune enfant de moins de 3 ans, cela peut être aussi intéressant pour ces entreprises. Vous voyez, aujourd'hui, elles ont été créées avec le CIFAM, mais si on retrouve un système bien équilibré, plus simple, tout le monde peut avoir des gains sur ce sujet-là. C'était ça que je voulais préciser. En Allemagne, il n'y a pas de CIFAM, et néanmoins, il y a des entreprises privées qui s'en sortent très bien, et je dirais même peut-être mieux, parce que il y a plus de simplicité. Merci, monsieur Vincent. Je cède la parole à monsieur William Martinet pour le groupe de la France Insoumise. Merci, monsieur le président. Madame, monsieur, merci de votre participation à cette audition. Je crois que c'était très utile pour nous d'avoir des experts qui nous permettent de décortiquer ce fameux crédit impôt famille, parce que vous l'avez dit,
on ne peut pas résumer la politique de petite enfance au crédit d'impôt famille, mais ça reste quand même un élément clé. Et même, pour être plus précis, vous l'avez dit aussi, ce crédit d'impôt famille, c'est l'élément clé qui a permis le développement d'un secteur privé lucratif au sein de la petite enfance. Et d'ailleurs, ces derniers jours... C'est juste pour que vous parliez plus près du micro, pour qu'on vous entende. C'est pour que vous entende mieux. Je suis pas si éloigné que ça pourtant. Non, mais c'est pour qu'on ait un retour son parfait. Bien sûr. Je disais, on a auditionné ces derniers jours des actionnaires de grands groupes de crèches privées qui nous ont dit à quel point ils ont passé du temps dans les ministères au début de leur projet entrepreneurial pour créer un environnement réglementaire suffisamment favorable pour que leur entreprise puisse dégager des bénéfices. Et dans l'environnement favorable, il y a cette question du crédit d'impôt famille. Donc merci d'être là pour nous aider à bien comprendre. Moi, en lisant attentivement votre rapport, ce que j'ai déjà fait il y a quelques temps, et en vous écoutant, je vois beaucoup d'arguments critiques contre ce crédit d'impôt famille. Alors, il y a l'argument de la comparaison internationale. Effectivement, c'est un dispositif qui existe peu ailleurs. Quand il existe, il est moins généreux et même souvent, il a été supprimé. Un autre argument, je crois qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, ou peut-être rapidement, c'est un dispositif qui bénéficie aux familles les plus aisées. Voilà, vous avez dans votre rapport, regardez quelles sont les crèches qui fonctionnent grâce aux CIFAM, et c'est plutôt les zones urbaines qui sont favorisées. Je continue dans les arguments critiques. Vous évoquez le fait que quand une place ouvre avec le crédit d'impôt famille, il y a un phénomène de concurrence entre les gestionnaires pour attirer les professionnels de la petite enfance, parce qu'aujourd'hui c'est quand même bien ça le facteur limitant. On a du mal à trouver des professionnels, et donc quand une entreprise privée lucrative qui attrape le professionnel pour ouvrir sa place, c'est un professionnel qui manque peut-être dans une crèche associative ou une crèche publique à côté, ce qui aussi fait relativiser l'intérêt de cette ouverture. Vous parlez aussi de captation de la valeur ajoutée par des plateformes d'intermédiation. Je cite le rapport. Là, c'est ce phénomène qu'on pourrait quasiment appeler du Uber de la crèche, c'est-à-dire des plateformes qui sont intermédiaires entre l'entreprise qui veut acheter un berceau, la crèche qui gère le berceau. Il y a un intermédiaire et qui, effectivement, comme vous le dites dans le rapport, capte beaucoup de valeur, et notamment de la valeur qui vient de l'argent public avec ce crédit d'impôt famille. Et puis, un dernier argument que je trouve aussi très, très critique, vous évoquez, je vous cite, la complexité de ce système qui se répercute sur des coûts commerciaux supplémentaires. Et là, vous donnez un ordre de grandeur, vous parlez de coûts commerciaux qui représentent 20 à 25% du prix de chaque place, ce qui est du coup un montant élevé, ce qui ferait entre 50 et 60 millions d'euros. Donc là, je vais finir avec des chiffres qui, à mon avis, sont parlants. Le crédit d'impôt famille, 182 millions d'euros au total dépensés par la puissance publique, dont l'effet levier est de faire que les entreprises dépensent 80 millions d'euros. Bon, déjà, on peut se dire 182 pour 80 millions, ce n'est pas forcément un effet levier extraordinaire. Mais alors si en plus, on enlève 60 millions qui sont en fait des coûts commerciaux, c'est-à-dire qui ne sont pas utiles concrètement aux crèches, aux professionnels, aux enfants, on se dit, mais donc, ce système, à quoi il sert? En tout cas, il coûte très cher pour pas beaucoup de résultats. Donc moi, je veux bien que ces différents arguments, si vous pouvez rapidement les développer, les nuancer si nécessaire, si j'ai été trop sévère, mais en tout cas, vous dire qu'on a besoin de vous, parce que, je vais finir là-dessus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale un lobbying très fort des crèches privées lucratives pour maintenir et même développer le CIFAM. Et je me permets d'interpeller Madame la rapporteure, qui le sait bien, puisqu'elle a elle-même, il y a quelques mois, déposé un amendement qui était suggéré par la Fédération française des entreprises de crèches pour développer, élargir le crédit d'impôt famille. Donc vous voyez que les crèches privées ont de l'influence à l'Assemblée nationale, mais moi j'aimerais bien que dans le rapport final, et je ne doute pas que Madame la rapporteure le fera, dans le rapport final, la recommandation qui soit faite, ce soit une recommandation d'intérêt général. Voilà. Donc est-ce que vous pouvais aller un peu jusqu'au bout et nous développer ces arguments qui nous conduisent à dire que ce crédit d'impôt famille, il serait peut-être temps de l'arrêter? Je vais vous laisser répondre, Monsieur Vincent, puis après je donnerai la parole à Madame la rapporteure, parce qu'il y a eu une invitation qui a été faite. Moi, j'ai plutôt le sentiment depuis le début que la rapporteure est plutôt sceptique sur le CIFAM, mais c'est plutôt le sentiment que j'ai juste à côté. C'est le retour que moi j'en ai de l'écoute de la rapporteure. Monsieur Vincent ou Madame Guillermo, qui veut répondre? Madame Guillermo, allez-y. Il faut qu'il y en ait un qui réponde. Monsieur Vincent. Non, mais je crois que vous avez bien résumé les points clés de notre réflexion. C'est vrai que c'est un système qui a été mis en place pour créer, comme je l'avais indiqué, un secteur privé qui n'existait pas. Et de ce point de vue,
il a donné satisfaction. En revanche, il a donné satisfaction dans des secteurs sur lesquels il a permis plutôt à des enfants de cadre de bénéficier d'une place en crèche, alors qu'auparavant, ils étaient plutôt avec une garde en domicile. Donc c'est vrai que ça peut interroger, mais je pense que ce qu'il faut vraiment, c'est redessiner qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les enjeux pour un dispositif d'accueil du jeune enfant. Parce que je pense que c'est quand même une refonte assez importante qu'il faut imaginer. Et c'est quand même compliqué à redessiner parce que c'est quelque chose d'ambitieux et d'important. Et donc il faut avoir cet objectif à moyen terme, et ensuite, une fois qu'on l'a arrêté, il faut essayer d'y aller. Et en gardant un dispositif, en laissant aux familles un certain choix entre les modes de garde. Mais je suis d'accord avec vous que le système actuel n'est pas satisfaisant, c'est clair. Même si, quand même, si on regarde sur la durée, le nombre de places en crèche a eu plutôt tendance à augmenter au cours des dernières années. Et que, conjugué à une démographie qui est moins dynamique, ça permet d'avoir plus de jeunes enfants qui accèdent aux places en crèche. Madame Guillermo, vous vouliez compléter. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, pour revenir c'est que dans la foulée de la remise de notre rapport, quand nous avons suggéré qu'il faudrait avoir un service destiné à l'enfance qui soit plus ambitieux, plus efficace et qui réponde vraiment à toutes sortes de défis auxquels on est confronté aujourd'hui, eh bien, on a donc décidé de créer un service public de la petite enfance sur le terrain qui sera confié à chaque commune, grande ou petite. Alors, ils n'auront pas tout à fait les mêmes missions. Néanmoins, pour nous, c'est quand même un progrès par rapport à ce qu'on avait proposé parce que ça permettra d'avoir un management peut-être un peu plus cohérent des choses et deuxièmement, peut-être plus de transparence aussi sur un certain point de vue. Donc, on ne peut que se réjouir de la création de ce service public de la petite enfance qui verra le jour, je crois, au 1er janvier 2025. Madame la rapporteure. Monsieur le député, juste vous dire, je pensais qu'on avait dépassé ça, voyez-vous. Juste vous dire que des amendements qui ont été signés, des amendements de groupe qui ont été signés par issus de la Fédération française des entreprises de crèche, bon nombre de groupes parlementaires les ont signés. En particulier, le groupe communiste qui fait partie de votre intergroupe, je crois, peut-être pas, je ne sais plus, c'est compliqué. Simplement vous dire que je crois qu'à l'aune des auditions que nous avons passées ensemble, les nombreuses heures que nous avons passées ensemble, vous avez pu vous-même constater que j'étais extrêmement circonspecte quant au mécanisme du crédit d'impôt famille. En particulier, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, sur le fait de savoir ce qu'il finance. Et est-ce que cet argent public, il finance de la commercialisation ou est-ce qu'il finance des conditions d'accueil en crèche ? Vous l'avez constaté, à un certain nombre d'auditions, j'ai posé la question. Moi, je serais très attentive à ce qu'on puisse formuler effectivement des propositions pour arriver vers un mécanisme qui permette que l'argent public finance l'accueil des jeunes enfants et non pas des stratégies de commercialisation. Et donc, je serais ravie de constater que sur ces propositions-là, nous arriverons peut-être à nous entendre. Bon. Monsieur Martinez, est-ce que vous aviez d'autres questions pour Monsieur Vincent ou Madame Guillermo? Je partage l'espoir de la rapporteure que les préconisations je vais vous laisser rédiger ensemble. Partagées au sein de cette commission. Madame Bergrans pour le groupe démocrate. Anne Bergrans. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, j'ai pas vraiment structuré ma question parce que j'entends bien qu'il y a un questionnement sur le CIFAM. J'entends bien qu'il y a une question sur la stratégie de commercialisation et sur l'argent qui va réellement, en réalité, à l'établissement qui accueille l'enfant. Mais je me dis comme que tout ça est très complexe, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, et nous n'avons pas parlé du montant de la PSU, mais en réalité, on ne peut pas ne pas parler de la PSU en évoquant uniquement la suppression de CIFAM. Parce que la réalité,
aujourd'hui, quand même, c'est que les crèches privées fonctionnent avec parfois des DSP, mais avec des prix très très bas de berceau, qu'ils compensent, entre guillemets, avec des prix plus élevés de berceau des entreprises. Donc comment faire? Ce qui veut dire aussi que pour la collectivité, c'est des coûts de berceau qui sont moins élevés qu'évidemment si elle le finançait elle-même, ou moins élevés que tout simplement s'il n'y avait pas de CIFAM, en réalité. Donc, quelle est votre réflexion sur le sujet, s'il vous plaît? Parce que si, évidemment, on supprime le CIFAM, ça veut dire qu'on aura très très peu d'entreprises, évidemment, qui investiront dans les crèches. On peut facilement le comprendre. Alors, 100 000 places, ça me paraît peut-être un peu surévalué, puisque je crois qu'il y a entre 110 et 120 000 enfants accueillis dans les crèches privées. Donc, ce n'est pas la totalité de ces places-là, puisqu'il y a des DSP, il y a un système page aussi. Enfin bon, il y a d'autres systèmes. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'on sait aujourd'hui que si on a moins d'investissement du privé, compte tenu du coût du berceau, lorsque c'est une collectivité en fait qui finance, on est quand même du simple au double, de 20 000 euros, même plus du simple au double, à 47 000 euros lorsque c'est le privé qui finance. Enfin voilà, comment on va s'y retrouver dans cette dynamique de création de crèches, tout simplement? Qui veut répondre? Monsieur Vincent, vous avez la parole. Non, mais je partage vraiment votre point de vue, qui est que c'est une très grande complexité, mais nous, ce qui nous paraît quand même très marquant, c'est le fait qu'un crédit d'impôt, c'est très difficile à piloter. Et c'est un mauvais outil, en fait. C'est ça et c'est aussi un mauvais outil puisque même quand on voit qu'il pose des vraies difficultés, c'est politiquement très compliqué de le faire évoluer. Parce que certaines entreprises l'utilisent et qu'ensuite elles disent mais si nous on s'est développé à cause de ça, même si par rapport à ce que vous disiez, il faut toujours bien avoir en tête qu'il y a le crédit d'impôt, mais il y a également les dérogations micro-crèches qui bénéficient assez largement aux mêmes entreprises. Et donc c'est vrai qu'ensuite on est très gêné pour faire évoluer les choses, et il faut complètement redessiner un nouveau cadre qu'évoquait d'ailleurs Véronique Guillermo, qui va se mettre en place dans les mois qui viennent, et ensuite un chemin pour permettre de passer d'un état actuel à un état futur sans perdre de place en crèche. Alors donc c'est vraiment ça l'idée là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment être en capacité de faire un vrai diagnostic de la situation actuelle et de là où on veut aller et comment on peut le faire. C'est vraiment pour moi le vrai sujet. Parce que si on regarde le crédit impôt famille ou si on regarde les micro-crèches, on n'y arrive pas. Il faut vraiment avoir la vision globale des politiques publiques d'accueil du jeune enfant et des problèmes auxquels on est confronté. Madame Bergant, vous voulez rebondir? Oui, non. Mais allez-y, c'est une possibilité que je donne. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, mais donc j'entends bien, mais c'est vrai que quand on dit ça coûte cher le CIFAM, enfin c'est un peu ce que j'entends. Est-ce que vous avez comment dire mis en relation avec ce que ça coûterait au niveau d'investissement public, en fait, pour remplacer, si on remplace une place en crèche du privé, combien finalement ça coûterait à la collectivité en plus ou en moins? Monsieur Vincent? C'est sûr que si vous remplacez une place en crèche privée par une place en crèche municipale, ça coûte beaucoup plus cher. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vous permet d'accueillir une population différente avec des effets dans la durée qui peuvent se... Ça coûte beaucoup plus cher. Oui, ça peut être plus cher une place en crèche municipale qu'une place... Vous pouvez, je pense que ça va intéresser tout le monde, vous avez fait une analyse du coût à la place, parce que c'est vrai qu'on dans nos premières auditions IGAS-IGF, au mois de janvier, parce qu'on en a plusieurs conjointes, on nous expliquait qu'il y avait à peu près un coût moyen de 20 000 euros
Ouais. j'allais dire, voilà, mais que sur les places publiques, mais je parle sous couvert de mes collègues, qu'on pouvait être plutôt sur un coût public qui pouvait être 17 000, alors c'est vrai qu'on a eu des coûts variables, mais ça veut dire qu'il y aurait des coûts cachés qui ne sont pas dedans. J'essaye de comprendre. Enfin, moi, ce que j'ai en tête, hein, Allez-y, et allez-y. que j'ai retrouvé dans le rapport qu'on avait fait, c'est que les coûts sont relativement sont très élevés, quoi qu'il en soit. Pour les places d'accueil du jeune enfant, on est au niveau que vous évoquez. Donc c'est beaucoup plus cher que des places en école primaire, par exemple. C'est vraiment des montants très, très, très importants. Et que vous avez des différences, mais pas colossales, entre crèches publiques et crèches privées. En revanche, si aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un certain désengagement des collectivités locales sur les créations de crèches. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'elles considèrent que c'est moins engageant pour elles et moins cher pour elles de passer ou de faire supporter le risque par une société privée que de le prendre elles-mêmes comme elles le faisaient il y a 20 ans ou 30 ans. C'était ça que je voulais indiquer. Madame Guillermo, oui, il faut Un appuyer. tout petit point, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en réalité, il y a deux types de coûts pour une commune aussi. Parlez plus proche du micro parce qu'on sinon vous entendra Il y pas. a deux types de coûts que la commune peut essayer d'évaluer. Il y a le coût financier, bien sûr, pur, hein, mais il y a aussi tout un coût de gestion, un coût comment dire, qui est très très lourd, hein, pour certaines communes en tout cas, et notamment les plus petites, mais pas seulement, et que ce coût de gestion-là, c'est pas forcément évaluable en termes financiers, mais ça compte quand même dans l'histoire de la commune. Donc il faut le prendre en compte aussi, et c'est pour ça que on n'a pas non plus aujourd'hui une envie de développement extraordinaire de places de crèche de la part des collectivités territoriales. Monsieur Martinet, vous voulez rebondir? Madame Bergantz, c'est bon. Monsieur Martinet, je vous donne une question en tant qu'intervenant après. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Non, mais du coup, le débat est très, très intéressant, mais la difficulté pour les collectivités territoriales, c'est le tiers financeur. Pourquoi est-ce qu'elles n'ouvrent pas de place? C'est que dans ce système, il faut un tiers financeur, et que si elles sont en gestion publique, c'est elles le tiers financeur. Alors que quand on est dans le système du privé lucratif, c'est à travers les entreprises et le crédit d'impôt famille qu'on trouve le tiers financeur. Je me permets de rebondir là-dessus et de lire votre travail, hein, parce que évidemment tous ces éléments, je les donne à partir de ce que vous avez fait en 2017, mais ça me paraît vraiment un point clé. Là, j'ai retrouvé l'annexe 3 de votre rapport et c'est très clair. Si on parle de niveau de subventionnement des EAJE, le moins subventionné, c'est le public, ensuite l'associatif et ensuite le secteur marchand. Si on parle au berceau, l'écart est significatif parce qu'on est quasiment à 2 000 € d'écart. Et si on parle par contre en heures d'accueil, là l'écart se réduit parce que les crèches privées remplissent plus que les crèches publiques. Mais on est bien, moi ça me paraît un élément important, on est bien sur des places ou des heures d'accueil du secteur marchand qui sont plus subventionnées que du secteur associatif et public. C'est assez contre-intuitif. Je ne sais pas si c'est contre-intuitif, mais en tout cas, ça mérite d'être dit. Monsieur Vincent, vous, une réaction? Alors, au micro, parce que sinon, c'est pas au compte-rendu. Non, c'est tout à fait juste. Merci. Je me permets, avant de conclure, parce que il y a cette question finalement sous-jacente sur les structures publiques ou qui relèvent du secteur non marchand, je pense aux associations notamment, le tiers réservataire, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de données sur le nombre de places qui peuvent être financées avec un tiers réservataire privé auprès de structures publiques, et finalement cet entremêlement qui a quand même complexifié encore davantage. Et moi, je serais très intéressé si d'ici lundi et la prochaine audition de vos collègues, c'est d'avoir ces données-là en disant, mais finalement, par ces mécanismes-là, combien derrière de places sont finalement un peu plus aidées dans le
public et dans le privé non lucratif via ces mécanismes. Parce que moi, ça m'a vraiment surpris finalement qu'en fait, on avait vraiment des croisements. Des crèches privées ont des places réservées par des communes. Alors là, il n'y a pas de CIFAM, mais enfin, en tout cas, pas directement. Et on a des crèches publiques ou des crèches associatives qui, elles, ont des terres réservataires qui sont privées et qui, là, pour le coup, bénéficient du CIFAM. Et on s'est même rendu compte qu'il y a des administrations et des collectivités qui elles-mêmes font appel à des commercialisateurs. Alors, il n'y a pas de CIFAM pour les administrations et les collectivités, mais ça interpelle pour le coup par rapport à ça. Donc, il y avait cet élément-là. Et le deuxième, vous avez mentionné des très grandes entreprises dans des secteurs bien particuliers. On nous a expliqué qu'aujourd'hui, le système de commercialisation, c'était parce qu'il faudrait recruter plein de personnes pour s'en occuper, que c'est trop compliqué. Mais alors là aussi, c'est un peu paradoxal, parce que ce que vous me décrivez, c'est que c'est plutôt des très grandes entreprises qui ont des gros services qui pourraient justement faire cette recherche de place, et que ce n'est pas forcément les TPE qui recherchent auprès des commercialisateurs. Est-ce que je caricature ou est-ce que vous voulez apporter une réaction à ça ? Madame Guillermo, mais vous pouvez le dire, comme vous avez prêté serment, vous pouvez dire, vous n'avez pas de données très précises parce que vous l'avez dit hors micro, mais dites-le avec le micro. Oui, moi j'ai pas de données très précises, mais tout ce qu'on a pu voir quand même, et on n'est pas les seuls à l'avoir mesuré, c'est qu'il y a de plus en plus maintenant d'entreprises de petites et de moyenne envergure qui se lancent dans la réservation de berceaux, alors que jusqu'à maintenant, c'était effectivement plutôt des grandes entreprises dans les métropoles, etc. Mais il semblerait qu'il y a quand même un mouvement assez flagrant. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres, malheureusement, là-dessus. Mais il semble exister. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça a l'air un peu anecdotique, mais il faut voir aujourd'hui que vous avez plusieurs politiques qui se rejoignent, dont, encore une fois, la politique de qualité de vie au travail, la politique d'égalité homme-femme, et comment faciliter l'exercice d'une activité professionnelle. Donc tout ça se rejoint, ce qui pourrait expliquer justement que même des petites entreprises, et même surtout des petites entreprises, pourraient avoir envie de fidéliser leurs salariés de cette façon. Voilà. Monsieur Vincent, vous avez la parole. Ça, je pense que ce que dit Véronique est important. C'est vrai que le CIFAM, au départ, c'était les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, je pense, trois principales raisons. D'une part, il fallait pouvoir maîtriser ce dispositif. Deuxièmement, il fallait pouvoir prendre le risque d'une suppression de ce crédit d'impôt. Je le dis parce que si à partir du moment où vous avez créé ce mécanisme, vous êtes un peu tenu de le pérenniser. Vous ne pouvez pas dire à vos salariés « j'arrête ». Donc, si vous êtes dans une situation de conjoncture mauvaise, vous ne payez plus d'impôt sur les sociétés, ça vous baisse votre intérêt. Et puis, si d'aventure le crédit d'impôt est supprimé, eh bien, vous êtes obligé de continuer votre soutien, mais intégralement à votre coût. Et ça, pas mal d'entreprises l'ont signalé. Donc le troisième point, c'est que c'est vrai qu'au début, c'était surtout des grandes entreprises. Et puis, au fur et à mesure, on a vu apparaître des PME et des ETI, mais des ETI quand même très souvent dans ce secteur où on a des salariés jeunes et avec une compétition pour les avoir. Et où donc ça peut permettre, ça constitue un outil de fidélisation en fait, tout simplement. Merci à tous les deux. Avant de lever la séance, je redis à nos collègues, demain on a un programme assez dense. À 11h30, on auditionne Sylvain Forestier, président fondateur de la Maison Bleue. À 16h, on auditionne Tanguy de Sandre, président fondateur des Parents Zen, et Bertrand Dubois, directeur des opérations. À 17h30, on auditionne les représentants du cabinet Horizon Crèche. On reviendra sur un certain nombre de sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Et à 18h30, on auditionne Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, président fondateur de Grandir les Petits Chaperons Rouges. Je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée.